Quelques commentaires à propos du DS numéro 8 que je vous ai rendu là. Alors déjà, le barème est sur 90, d'accord, qui est détaillé par exercice sur chaque copie. Donc vous mettez sur 70 pour avoir votre note sur 20. D'accord. Donc vous divisez votre note par 7, vous la multipliez par 2 ou dans l'autre ordre si vous préférez. Alors, en quelques commentaires rapidement, l'exercice 1 a été globalement bien réussi. C'est un exercice de base, hein. Il faut vraiment que chacun, pour ceux qui ne l'ont pas bien traité, vous retraitez ça en détail. D'algèbre linéaire, qui pose pas de problème. Alors attention, dans les erreurs très grossières que j'ai rencontrées quelquefois, j'ai vu que puisqu'on travaillait dans E égale R5, donc effectivement la dimension de E est égale à 5, mais donc derrière, tout espace V qui est inclus dans R5 était lui aussi de dimension de V qui valait 5, ce qui évidemment est faux. D'accord? Je vous rappelle que la dimension d'un espace vectoriel, c'est le cardinal de la plus grande famille libre, le cardinal de la plus petite famille génératrice. Plus généralement, ça est le cardinal d'une base, c'est-à-dire qu'il faut trouver une famille de vecteurs, et c'est pas parce que ces vecteurs A sont dans R5 que l'on a un quelconque lien avec la dimension 5 directe. D'accord? La dimension maximale de V sera 5, parce qu'on vit dans un sous-espace de dimension 5, mais c'est en aucun cas suffisant. D'accord? Donc dans la première question, évidemment, on s'intéressait à la famille AB. Par définition, on avait vect de AB qui est égal à V, donc la famille AB engendre V. On prouvait qu'elle était libre, et donc la dimension de V valait 2. Pour l'exercice 2, un exercice un peu plus abstrait, en fait, la bonne façon, à mon avis, de le traiter, c'était de commencer par des petites valeurs. Donc, par exemple, si vous traitiez intégralement le cas n égale 3, donc vous écriviez vos différents espaces. On avait epsilon 1, vos différentes familles, pardon, qui étaient E1 plus E2, puis epsilon 2 qui est E1 plus E2, puis epsilon 3 qui est E1 plus, je n'écris pas les flèches, hein, plus E2 plus E3, et puis on montrait la liberté de la famille epsilon. Donc, pour traiter votre calcul, vous vous retrouvez avec un alpha 1 epsilon 1 plus alpha 2 epsilon 2 plus alpha 3 epsilon 3 qui vaut le vecteur nul de E et que l'on va écrire. Donc vous détaillez E1 plus alpha 2 facteur de E1 plus E2 plus E3 plus alpha 3 facteur de E1 plus E2 plus E3. Pardon. Au milieu, j'ai mis un K en trop, donc je vais effacer ceci. Voilà. Et puis, que l'on réécrit effectivement en fonction de notre famille E1, E2, E3, donc alpha 1, alpha 2, alpha 3 suivant E1, plus alpha 2 plus alpha 3 suivant E2, plus alpha 3 suivant E3. D'accord ? Alors attention, là j'ai vu pas mal d'erreurs avec ces plus ici et ici qui avaient disparu, remplacés par des sortes de n-uplets un petit peu étranges, et en déduire que tous les éléments sont nuls. Ici on utilise le fait que la famille E1, E2, E3 est libre, donc si cette combinaison linéaire est nulle, on en déduit que chacune de ces trois composantes, vaut 0. Donc, on commence par alpha 3 qui vaut 0, puis alpha 2 plus alpha 3 qui vaut 0, donc alpha 2 vaut 0, puis alpha 1 vaut 0. Et cette description que l'on vient de faire fonctionnera exactement pareil en dimension n. La difficulté sera un petit peu d'ordre rédactionnel. Je vous laisse voir le corriger pour ça. Une fois qu'on a ceci, bien, réduction de peine, cardinal égale dimension, y penser. D'accord ? On peut aussi montrer que la famille est génératrice, puisque de toute façon, c'est l'objet de la question 2. Voilà. Là, j'ai rencontré moins d'erreurs dessus. Alors, l'exercice 3 qui a été pas trop mal réussi non plus. Avec le début, ça va assez bien. Attention, la base canonique de Rn, quand vous voulez, de Mn de R, pardon, la décrire, que vous me dites que c'est la famille des EKL, pour K et L dans un n au carré. Donc ça marche. La dimension, je vous rappelle qu'elle vaut n carré.
Ben, il faut expliciter ce qu'est cette famille EKL, et donc c'est la famille des delta KI, delta LJ, pour I et J qui appartiennent eux aussi à un n au carré. Donc attention, il nous faut un IJ pour décrire la matrice, un élément d'un couple, et puis un autre couple pour décrire la base. D'accord ? Et vous pouvez rajouter en plus que c'est donc que des zéros partout, la matrice, avec un 1 en colonne J et en ligne I. Voilà. Grossière erreur que j'ai trouvée dans certaines copies, même s'il n'y en avait pas nécessairement besoin, pour démontrer la linéarité de la trace, on arrivait à avoir besoin d'un produit matriciel, et là j'ai rencontré de belles âneries, l'occasion de revoir le produit matriciel. Donc je vous rappelle, pour tous, qui ne fera pas de mal, si je calcule la trace par exemple de BM, par définition la trace c'est la somme des éléments diagonaux, donc somme de i égale 1 à n de les éléments diagonaux BM, II, et ceci, par définition du produit matriciel, c'est donc la somme de i égale 1 jusqu'à n, de la somme de k égale 1 jusqu'à n, des BIK, MKI. D'accord ? On a déjà vu ça, évidemment, au début de l'année. C'est l'occasion de le revoir. Et donc, dans la seule question vraiment difficile, qui était celle de l'injectivité, enfin, il y a une autre question qui est délicate, qui est la question de la linéarité des différentes fonctions. Donc ça, je vous invite à le regarder pour bien maîtriser la nature des fonctions. Alors, lorsqu'on a ceci qui est égal à 0, quel que soit m, et on veut en déduire que B est nul, pour avoir l'injectivité de phi, bien, point classique, vous pouvez remplacer m, puisque vous avez le droit à toutes les matrices m, par les EKL. Donc si vous remplacez par les EKL, vous avez ici, avec un delta K, non, j'ai un K en trop qui interfère, pardon, donc je vais réécrire ma somme comme la somme de j égale 1 jusqu'à n des BIJ, MJI. Donc ici, vous avez un delta KJ, delta LI. D'accord ? Donc dans la somme, les deux seuls termes qui resteront seront le terme lorsque J vaut K et le terme lorsque I vaut L. D'où B, L, K. D'accord ? Ce qui nous donne bien que tous les termes sont nuls. Autre façon de traiter ceci, en changeant de matrice, eh ben, je vous invite, ça on l'avait déjà vu de l'année, de prendre la transposée de B ici à la place, puisque toujours pareil, vous avez le droit à toutes les transposées. Et donc votre BIJ, vous le remplacez par la transposée de B indice JI, qui est à nouveau BIJ. Donc ici, vous faites apparaître une double somme de BIJ au carré. Donc qui vaut 0, on travaille sur R, donc on en déduit que une somme de carrés est nulle si et seulement si tous les carrés sont nuls. Exercice 4, pas grand chose à dire, si ce n'est première erreur très classique, donc c'est un exercice un peu long, c'est celui qui a été le moins bien réussi. Donc x à la puissance 1 plus 1 sur x, dès que vous le considérez comme un x puissance alpha et que vous divisez ainsi, ça ne fonctionne pas bien sûr, puisque ici, votre exposant, alpha, dépend de la matrice, de la variable x, pardon. Donc f de x égale exponentielle de 1 sur x, log de 1 sur x. Donc x exponentielle log de x sur x. D'accord ? Alors, exercice qui a été globalement très mal réussi, ou mal réussi. Tout d'abord, une étude de fonction, bah, ça je vous invite à regarder le corriger évidemment pour la faire. Et puis ensuite, pour l'étude de la tangente en 1, bah, ne pas oublier de faire un DL. Alors l'idée c'était au départ un DL à l'ordre 2 en 1 de f. Alors comme c'est en 1, vous posez x égale 1 plus t, et puis comme ça vous faites le DL en 0 de 1 plus t. Et puis on se rend compte que l'ordre 2 n'est pas suffisant puisque l'ordre 2 est nul, donc on n'a pas la position, donc il faudra qu'on fasse un DL à l'ordre 3. Alors on peut calculer les dérivées successives, il y en a un qui l'a fait et qui les a fait correctement, c'est loin d'être la méthode la plus efficace. Pareil, deux questions qui étaient en fait faciles, les questions, alors le petit 3 avait sauté, mais ABC,
l'équivalent à l'infini, regardez la correction, vous allez voir que c'est pas compliqué. La seule question compliquée un peu derrière, c'était la question C, pour justifier qu'il n'y avait pas d'asymptote. C'est pas très compliqué, mais c'est ça. Dernière question sur le DL de l'application réciproque. Très peu l'ont traité, personne ne l'a traité correctement. Les deux qui l'ont abordé étaient pas loin de le faire, mais manquent un peu de rigueur. C'est un bon exercice, je vous invite à le regarder aussi. Dernier point, donc l'exercice 5. Exercice assez classique, attention difficile pour ce qui est des questions 2A et surtout 2B, qui sont des questions assez fines. Donc notamment pour ceux qui s'en sortent pas trop mal, je vous invite à aller regarder dans le détail ces questions, c'est une manière de faire de l'analyse un peu fine. Les autres questions sont des questions simples. Alors attention, la première question, la partie A, j'ai vu des grosses erreurs dessus. En fait, des choses qui n'ont pas grand sens. L'idée, c'est de simplement vous mettre en condition pour pouvoir traiter le problème. C'est tout. Voilà. Par ailleurs, je suis très agréablement surpris de la qualité de vos scans globalement. Continuez à travailler la présentation comme si c'était un devoir normal et on fera ça pour les prochains devoirs. Si on peut les faire en présentiel, on les fera en présentiel. Sinon, on continuera à distance. Ce devoir, de ce point de vue-là, est très très réussi et je pense que votre travail est pertinent. C'est bien. Dernière chose, profitez-en, faites la même chose sur les exercices de colle, rendez-les un peu plus, essayez de rester motivé. Voilà, je vous souhaite un bon dimanche pour ce week-end de Pâques, de confinement comme le reste, et bon courage à vous.